J'ai des nouvelles inquiétantes concernant la famille royale britannique. Alors que les tensions entre le prince Harry, Meghan et la famille royale semblaient enfin s'apaiser, un certain Geoffrey m'a abordé et m'a affirmé pouvoir changer mon image. Une nouvelle tempête éclate. Selon certaines informations, le roi Charles aurait signé un décret excluant les enfants de Meghan de l'ordre de succession au trône. Cela n'étonnera personne. C'est vraiment triste d'en être arrivé là. Mais je dois faire quelque chose pour ma santé mentale, celle de ma femme et celle d'Archie, car je voyais bien où cela allait nous mener. Mais ce ne sont pas seulement les nouvelles qui choquent, c'est la réaction de Meghan qui en a laissé plus d'un sans voix. Leur réaction, inattendue, a soulevé encore plus de questions que l'acte lui-même. Pourquoi le roi Charles a-t-il pris cette décision maintenant? Qu'est-ce qui a motivé un geste aussi audacieux? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi le roi Charles a retiré les enfants de Meghan de l'ordre de succession. La véritable raison. Le roi Charles a retiré les enfants de Meghan de l'ordre de succession au trône. Cette décision a suscité un vif intérêt public, notamment après la publication d'informations selon lesquelles le roi aurait tenté à plusieurs reprises de voir ses petits-enfants. Or, je pense que beaucoup de choses sont occultées par la déshumanisation que peut engendrer la culture du clickbait. Selon une source proche du palais, Meghan a rejeté ces tentatives, estimant toujours que la famille royale ne les a pas traitées équitablement. Harry et Meghan seraient tous deux contrariés par cette décision. Cette annonce a surpris non seulement le couple, mais aussi beaucoup de ceux qui pensaient que les relations entre Harry et la famille royale commençaient à s'apaiser. Mais dans ce climat tendu, une question revient sans cesse. Le roi Charles peut-il vraiment exclure les enfants de Meghan de l'ordre de succession? L'idée paraît étrange, et nombreux sont ceux qui doutent qu'un monarque puisse avoir un tel pouvoir. Restez avec nous, car nous allons vous révéler ce que beaucoup ignorent de la succession royale britannique. Pour comprendre si un roi peut simplement destituer quelqu'un de l'ordre de succession, il est utile de revenir sur la genèse de la lignée royale. La monarchie anglaise primitive ne reposait pas sur des règles écrites. Elle puisait son inspiration dans la tradition, les liens familiaux et les arrangements qui garantissaient la stabilité du royaume à cette époque. Les rois étaient remplacés par leurs plus proches parents, et le peuple acceptait ce système car il évitait le chaos. À l'époque, l'idée qu'un roi puisse choisir personnellement qui resterait ou quitterait la lignée n'était même pas évoquée. La succession fonctionnait car elle reposait sur les liens du sang et non sur des ordres personnels. Au fil du temps, l'Angleterre connut des conflits politiques qui contraignirent le Parlement à intervenir et à établir des règles plus claires. Ce qui avait commencé comme une tradition héréditaire se transforma peu à peu en un système étroitement surveillé par les parlementaires. Le Parlement aspirait à la stabilité, surtout après des années de tensions liées à la religion et au pouvoir. Cette pression a poussé le pays à adopter des lois écrites qui encadraient formellement la succession au trône. Cette évolution progressive a surpris nombre de personnes de l'époque, car elle a modifié leur conception de l'autorité royale. Ce qui relevait autrefois d'un ordre familial naturel devenait désormais une affaire de droit. L'un des tournants majeurs fut la Déclaration des droits de 1689. Conçue pour régler les principaux conflits, elle instaura également les premières règles juridiques fermes en matière de succession. Elle désignait le successeur au trône et limitait les droits des catholiques. C'était une nouveauté. Pour la première fois, le Parlement définissait ouvertement l'ordre de succession par la loi. Ce faisant, les législateurs ont clairement indiqué que la couronne ne pouvait plus contrôler son propre avenir. La succession n'était plus seulement une question de sang. Le Parlement avait désormais le dernier mot. Ce nouveau pouvoir se renforça encore quelques années plus tard. En 1701, l'acte d'établissement renforça les règles de succession. Il stipulait que seuls les héritiers protestants pouvaient accéder au trône. Il limitait également l'autorité du monarque, plaçant ainsi la monarchie davantage sous la tutelle du Parlement. Après l'adoption de cette loi, l'idée qu'un roi puisse destituer un membre de la lignée royale devint quasiment impossible.
Le pouvoir n'appartenait plus au monarque. Le Parlement avait mis en place un système qui faisait de la succession une question de droit national et non de choix royal. Ces règles, établies depuis des siècles, sont restées inchangées, mais scrupuleusement respectées. Cependant, dans les années 2000, l'opinion publique a commencé à évoluer et le Parlement a décidé que ces anciennes règles ne correspondaient plus à la société moderne. Cela a entraîné une évolution inattendue. Cela a mené à la loi de 2013 sur la succession à la couronne, qui a apporté plusieurs changements importants. L'un des plus importants a été la fin du droit d'aînesse préférentiel pour les garçons. Selon l'ancienne règle, un fils cadet pouvait passer avant une fille aînée. La nouvelle loi a supprimé cette disposition. L'ordre de naissance prime désormais sur le sexe. La loi de 2013 a également modifié la règle qui interdisait autrefois à quiconque épousait un catholique d'hériter du trône. Cette règle avait écarté plusieurs héritiers au cours des siècles passés. Grâce à la nouvelle loi, épouser un catholique n'entraîne plus l'exclusion de quelqu'un de l'ordre de succession. Parallèlement, cette loi remplace la loi sur les mariages royaux de 1772 qui invalidait les mariages sans l'approbation du souverain. L'ancienne loi posait de réels problèmes par le passé, car les enfants issus de tels mariages étaient considérés comme illégitimes et donc inéligibles au trône. La loi de 2013 a éliminé ce risque. Plus loin encore dans le temps, l'un des exemples les plus frappants de l'application de la déchéance de l'ordre de succession remonte à 1936, lorsque Édouard VIII choisit d'abdiquer. Il ne pouvait pas simplement s'en aller. Le Parlement devait voter la loi sur l'abdication pour officialiser la situation. Cette loi excluait également ses futurs enfants de la lignée. Cela demeure l'une des preuves les plus flagrantes que seul le Parlement et non le monarque, peut destituer quelqu'un de son droit de succession. Même Édouard VIII ne pouvait agir sur sa propre position sans l'aval du Parlement. Ce schéma se répète à chaque fois que la question se pose. Toute modification des règles de succession requiert une procédure légale et non un décret royal. De plus, le monarque britannique étant lié à plusieurs pays du Commonwealth, ces derniers doivent également donner leur accord. Les lois en vigueur au Canada et en Australie, par exemple, doivent être harmonisées avec les changements apportés au Royaume-Uni. Cela ajoute une protection supplémentaire qui empêche quiconque, y compris le roi, de modifier l'ordre de succession. Bien que les rois et les reines ne puissent pas changer l'héritier de la couronne, ils disposent d'une certaine autorité dans d'autres domaines. Ils peuvent émettre des lettres patentes qui leur permettent de modifier le titre, le style ou la distinction d'une personne. Ils peuvent décider qui est appelé prince ou princesse, ou qui utilise le titre d'Altesse royale. Mais ces changements n'ont aucune incidence sur la succession. Un titre ne confère pas un droit légal à hériter. On peut perdre son titre ou son honneur tout en restant dans la lignée. La loi établit une distinction claire entre le rang personnel et l'héritage constitutionnel. C'est pourquoi la succession moderne est presque entièrement régie par la loi. Tout repose sur des lois telles que la Déclaration des droits, l'acte d'établissement et la loi de 2013 sur la succession à la couronne. Ces textes législatifs établissent les règles et aucun monarque n'a le pouvoir de les outrepasser. Le roi ne peut décider unilatéralement de destituer qui que ce soit, quelles que soient les circonstances ou la pression publique. La loi a instauré ce système afin d'éviter les abus et de maintenir la stabilité, notamment en période de tensions politiques ou de conflits familiaux. L'histoire le confirme à maintes reprises. Aucun monarque des temps modernes n'a jamais destitué un membre de la succession. Même face à l'indignation publique, la lignée royale est restée inviolée. Le monarque peut influencer la perception du public, mais non les droits successoraux légaux. Seul le Parlement a le pouvoir de modifier ses droits et il n'intervient pas dans les désaccords personnels au sein de la famille royale. Le prince Andrew en est un exemple flagrant. Bien qu'il ait perdu ses titres militaires et le prédicat d'Altesse royale, il n'a pas été écarté de l'ordre de succession. Sa place demeure exactement la même qu'avant le début des controverses publiques le concernant.
Cela prouve que les titres peuvent changer, mais les droits de succession restent inchangés, sauf décision contraire du Parlement. La monarchie ne peut user de son autorité personnelle pour redéfinir l'avenir de la couronne. Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'on se demande si le roi Charles pourrait exclure les enfants du prince Harry de la succession. La réponse est simple et fondée sur le droit. Il ne le peut pas, quelle que soit l'intention, les spéculations médiatiques. Le roi n'a aucune autorité légale pour destituer qui que ce soit dans l'ordre de succession. Seul le Parlement, avec l'accord des royaumes du Commonwealth, pouvait prendre une telle mesure. Or, historiquement, le Parlement n'est intervenu que dans des cas extrêmes, et non pour des désaccords familiaux privés. Au vu de toute l'histoire, tout converge vers la même conclusion. La monarchie peut sembler une institution puissante, mais son avenir est régi par la loi et non par la volonté personnelle. La lignée successorale est protégée par des siècles de décisions visant à prévenir l'instabilité ou les changements soudains dus à des conflits privés. Un roi peut modifier la façon dont une personne est appelée. Il peut limiter leurs fonctions publiques. Il peut leur retirer leur titre, mais il ne peut pas leur retirer leur droit légal d'hériter de la couronne. La succession est régie par le Parlement et la monarchie a appris à composer avec ses limites. Cependant, même si les enfants de Meghan ne peuvent être exclus de l'ordre de succession, leurs différends avec la famille royale ont des répercussions sur eux. Voyons comment. Quelles conséquences la séparation du prince Harry et de Meghan d'avec la famille royale a-t-elle pour eux? Lorsque le prince Harry et Meghan ont annoncé en janvier 2020 leur retrait de leurs fonctions royales officielles, l'impact a été immédiat. Cette décision impliquait qu'ils ne joueraient plus le même rôle que William ou les autres membres actifs de la famille royale, chargés des engagements publics au nom de la monarchie. 40 amis se sont engagés à consacrer 40 minutes de leur temps au mentorat d'une femme qui réintègre le marché du travail. Dès lors, leur rôle a radicalement changé par rapport à la structure qu'ils occupaient depuis leur mariage. Ils ont affirmé vouloir acquérir leur indépendance financière et la hiérarchie a adapté ses attentes à leur égard en conséquence. Chaque aspect de leur identité royale a été adapté à leur nouveau rôle de représentant de la couronne. Dès qu'il est devenu évident, début 2021, qu'ils ne reprendraient pas leurs fonctions antérieures, Buckingham Palace a confirmé le retour de plusieurs patronages et titres honorifiques qui leur étaient liés. Ces responsabilités ont ensuite été partagées avec des membres actifs de la famille royale, capables de les assumer officiellement. Certains de ces rôles étaient étroitement liés à des organisations caritatives, des institutions culturelles et des groupes militaires qui dépendaient de la visibilité qu'offre un membre actif de la famille royale. En y renonçant, le couple s'est éloigné du réseau institutionnel qui les reliait autrefois à d'importantes organisations publiques. Cette transition impliquait notamment de ne plus être autorisé à utiliser le titre d'Altesse royale à titre officiel. Ils conservèrent leur titre, mais le palais précisa que ce style ne pouvait être utilisé dans aucun contexte professionnel. Cela imposa des limites à leur présentation publique, notamment lors d'événements où le protocole est de rigueur. Ce changement ne leur retirait pas leur identité de duc et de duchesse, mais redéfinissait la fonction de ces titres puisqu'ils n'étaient plus des représentants actifs du souverain. Financièrement, ce retrait a tout changé. Ils ne recevaient plus de soutien de la part du souverain, ni de financement du duché de Cornouailles pour leurs engagements publics. Traditionnellement, les activités royales du prince Harry étaient financées par ces canaux. Une fois ces ressources épuisées, ils durent générer leurs propres revenus, ce qui les mena à des projets commerciaux, notamment des contrats de streaming, des conférences, des publications et des partenariats. Mais ce n'est pas tout. La sécurité devint un élément déterminant dans la décision du prince Harry et de Meghan de se retirer de la vie royale. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Le problème a commencé en 2020, lorsque le couple a officiellement renoncé à ses fonctions royales et s'est installé aux États-Unis.
De ce fait, ils ont perdu la protection policière financée par les contribuables dont bénéficient les membres actifs de la famille royale. Au départ, beaucoup pensaient qu'ils régleraient discrètement la situation, mais l'affaire s'est rapidement compliquée, surtout après le retour du prince Harry au Royaume-Uni. Le prince Harry a fait valoir que, même sans être un membre actif de la famille royale, lui et sa famille restaient exposés à de graves menaces sécuritaires. Il a déclaré avoir proposé de financer une protection policière pendant son séjour au Royaume-Uni, mais le ministère de l'Intérieur a rejeté sa demande. En réaction, Harry a intenté plusieurs actions en justice. La première affaire importante contestait la décision de lui refuser la protection policière automatique lors de ses visites. Il demandait un contrôle judiciaire de la manière dont ces décisions avaient été prises. La Haute Cour a débouté Harry, estimant que la décision n'était ni illégale ni irrationnelle. La Cour a reconnu les préoccupations du prince Harry, mais a maintenu que le gouvernement avait le droit de définir sa politique de sécurité. Une autre affaire portait sur la possibilité pour Harry de financer lui-même sa protection policière spécialisée au Royaume-Uni. Cette demande a de nouveau été rejetée. Les autorités ont fait valoir que les policiers ne sont pas à vendre, même contre rémunération. Le prince Harry a également intenté plusieurs procès contre certains des plus grands groupes de médias britanniques. Ces accusations portaient sur des allégations graves, écoutes téléphoniques, collecte illégale de données et des années d'atteinte à sa vie privée. Il accusait les tabloïds d'avoir utilisé des méthodes illégales pour fouiller dans sa vie privée, et ce, depuis son adolescence. Ces affaires étaient loin d'être anodines. Ces procédures s'étalèrent sur des mois, voire des années, engendrèrent des millions de livres sterling de frais d'avocat et contraignirent Harry à comparaître devant un tribunal, chose rarissime pour un membre de la famille royale. L'une des affaires majeures l'opposa aux éditeurs du Daily Mirror. Harry devint alors le premier membre de la famille royale depuis plus d'un siècle à témoigner publiquement, un événement historique. Certaines de ces demandes ont abouti. Dans certains jugements, les tribunaux ont reconnu que la vie privée de Harry avait été violée. Des dommages et intérêts lui ont été accordés et des médias ont été tenus responsables. Mais ces batailles juridiques ont également exposé le couple à un nouvel examen et à de nouvelles critiques médiatiques. Chaque comparution et chaque document déposé donnant lieu à un nouvel article. Pour Meghan, l'une des affaires les plus médiatisées concernait le Mail on Sunday, qui avait publié des extraits d'une lettre privée adressée à son père, avec lequel elle était brouillée. Le tribunal lui a donné raison, qualifiant la publication de violation flagrante de la vie privée. Ces poursuites ont marqué une rupture nette avec la manière habituelle dont la famille royale gère ses relations avec la presse. Parallèlement, les titres militaires honorifiques qui liaient autrefois Harry à des fonctions cérémonielles au sein des forces armées lui ont été restitués. Lorsque le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés de leurs fonctions de membres actifs de la famille royale britannique, l'un des changements les plus commentés concernait les liens de Harry avec l'armée. Pendant des années, il avait occupé des postes militaires honorifiques qui l'associaient à des fonctions cérémonielles au sein des forces armées. Ces rôles étaient bien plus que de simples titres. Ils impliquaient de représenter des régiments et de servir de lien symbolique entre la monarchie et les institutions militaires britanniques. Mais dans le cadre de la transition hors des fonctions royales officielles, ces fonctions honorifiques ont été officiellement restituées à la couronne et réattribuées à d'autres membres actifs de la famille royale. Cependant, cela n'a pas effacé le service militaire effectif de Harry. La décennie passée sous l'uniforme et ses déploiements opérationnels sont restés partie intégrante de son histoire personnelle. Tout ça s'est produit parce que Harry et Meghan ont pris leur distance avec la famille royale. Mais la grande question demeure. Qu'est-ce qui a réellement provoqué la dispute entre Harry et la famille royale? Poursuivez votre lecture. L'histoire que nous allons vous raconter va vous surprendre. La véritable raison du départ du prince Harry de la famille royale.
Bien avant le début des préparatifs du mariage, des réserves existaient déjà au sein de la famille royale quant à la relation de Harry avec Meghan. Les hauts responsables avaient passé des décennies à observer le déroulement des mariages royaux, soumis à des traditions strictes. Ils avaient constaté la rapidité avec laquelle cette relation était passée des présentations à un engagement sérieux. Leurs inquiétudes ne s'exprimaient pas par des objections fracassantes, mais par la prudence habituelle qui imprégnait souvent les discussions internes concernant l'intégration de nouveaux partenaires au sein de la famille. Meghan avait une expérience professionnelle dans le divertissement, avait déjà été mariée et avait vécu la majeure partie de sa vie en dehors des cercles qui entouraient habituellement la famille royale. Ces détails ont suscité l'attention de l'institution et ont révélé des hésitations précoces. Dès que Meghan a été présentée publiquement comme la compagne de Harry, l'attention médiatique s'est intensifiée instantanément. Les conseillers royaux ont constaté la rapidité avec laquelle l'actualité s'est tournée vers elle, d'autant plus qu'elle était déjà connue du public. Ils s'attendaient à ce que sa notoriété engendre une couverture médiatique différente de celle à laquelle la famille était habituée. Cette prédiction s'est avérée exacte lorsque les tabloïds ont commencé à analyser chaque aspect de son parcours. Parmi les premiers problèmes, on peut citer la manière dont la presse a couvert Meghan. Nombre des premiers articles comportaient des sous-entendus racistes qui n'avaient jamais été utilisés contre les précédents conjoints royaux. Ce changement a rapidement été remarqué et a constitué l'un des premiers signes avant-coureurs que la relation entre Meghan et l'institution royale ne serait pas conventionnelle. Harry a réagi avec une rapidité inhabituelle. Il a publié un communiqué demandant à la presse de cesser ses articles racistes et sexistes. Pour un membre de la famille royale, et surtout pour quelqu'un qui n'est pas encore marié, une telle réaction si tôt était presque inédite. Le problème, c'est que si Harry considérait la situation comme urgente, le palais a réagi selon sa procédure habituelle, lente et traditionnelle. Ce décalage de réaction a créé les premières tensions entre Harry et la monarchie. Une fois Meghan officiellement intégrée à la famille royale, les problèmes internes sont devenus plus évidents. Des articles ultérieurs ont révélé des désaccords entre Meghan et certains employés du palais. Selon le personnel, ces exigences étaient élevées. Meghan, quant à elle, estimait simplement demander une reddition de compte normale. Des plaintes internes ont été déposées et leurs détails ont été divulgués à la presse. C'est à ce moment que le conflit s'est amplifié. Mais ce n'était que le début. D'autres drames se sont ensuite produits. La situation a empiré avant le mariage. Le père de Meghan a commencé à donner des interviews et à diffuser des messages privés. Ces agissements ont fait la une des journaux, échappant à tout contrôle du palais, et chaque jour apportait son lot de problèmes. Ce qui aurait dû rester confidentiel est devenu un feuilleton médiatique interminable, alimenté par les fuites incessantes d'informations. Tout cela a contribué au stress et a donné l'impression que la famille était divisée. Plus tard, un autre problème majeur est apparu. Meghan et Harry ont déclaré qu'un membre de la famille avait posé des questions sur la couleur de peau de leur fils Archie. Cela a tout changé. Le conflit, initialement un simple problème avec la presse, s'est transformé en une grave accusation de racisme au sein de la famille. Cela a également révélé le profond sentiment d'isolement du couple, qui estimait que le palais aurait dû intervenir bien avant que la situation ne dégénère. Finalement, le conflit a éclaté parce que Harry et Meghan se sentaient vulnérables et victimes d'injustice. Compte tenu de ces éléments, nombreux sont ceux qui spéculent depuis longtemps sur la possibilité que Harry perde un jour ses titres royaux. Mais un prince peut-il réellement être déchu de ses titres en raison d'un conflit familial? La réponse pourrait vous surprendre. Restez à l'écoute. Qu'est-ce qui pourrait faire perdre à Harry son titre royal? Dans le système royal britannique, les titres ne sont pas de simples noms. Ils reflètent un statut, des devoirs et un héritage. Un prince est souvent un descendant direct du monarque, généralement un fils ou un petit-fils. Ce titre atteste à la fois de la lignée et de l'ancienneté au sein de la famille royale.
Un duc, en revanche, est un titre de noblesse qui peut être conféré à des membres de la famille royale ou non. Bien que tous les ducs soient des nobles, tous ne sont pas royaux. Les duchés royaux, comme celui de duc de Sussex, sont généralement octroyés par le monarque à ses descendants mâles lors d'occasions spéciales, telles que le mariage. Sar signifie Son Altesse royale. Ce titre confère un statut et des privilèges supplémentaires, signalant souvent que la personne est un membre actif de la famille royale. Il est utilisé avant un titre, comme Sir le prince William. Tous les membres de la famille royale ne reçoivent pas ou ne conservent pas le titre d'Altesse royale, selon leur rôle et leur relation avec le monarque. Toutefois, ces titres et appellations ne sont ni automatiques ni permanents. Ils sont octroyés par le monarque régnant et peuvent être modifiés ou retirés sous certaines conditions. Un membre de la famille royale peut porter un titre de naissance, mais seul le monarque peut conférer ou retirer l'appellation d'Altesse royale ou un duché. Les titres impliquent des attentes et le monarque s'en sert pour témoigner de sa faveur, attribuer des devoirs ou préserver la dignité de la couronne. Par exemple, le prince Harry a reçu le titre de duc de Sussex de la reine Élisabeth II en 2018 après son mariage. C'était un signe de confiance et de reconnaissance. Toutefois, le pouvoir de retirer ce titre appartient au monarque ou, dans certains cas, au Parlement si la situation l'exige. Par ailleurs, il existe une différence majeure entre se retirer de ses fonctions royales et abdiquer. Le prince Harry et Meghan Markle, par exemple, se sont retirés de leurs fonctions officielles début 2020. Ils n'ont ni renoncé à leur titre, ni rompu leur lien de sang avec la famille royale. Ils ont simplement choisi de ne plus représenter la couronne publiquement. Il s'agissait d'une décision volontaire prise en accord avec la reine Élisabeth II. En revanche, l'abdication est un acte formel et irréversible, comme celle du roi Édouard VIII en 1936. Il a renoncé définitivement au trône et a cessé d'être roi. L'abdication est rare et entraîne des conséquences bien plus importantes, notamment des modifications de l'ordre de succession. Se retirer peut impliquer une visibilité ou des responsabilités réduites, mais l'abdication entraîne la perte totale de son pouvoir. Le cas du roi Édouard VII illustre la gravité de l'abdication. Fils aîné du roi George V, il accéda au trône en janvier 1936. Mais en décembre de la même année, il renonça à la couronne pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée. Le gouvernement et l'Église britannique s'opposèrent à ce mariage, et Édouard choisit l'amour plutôt que le devoir. Après son abdication, son frère, le roi George VI, lui conféra le titre de duc de Windsor. Cependant, Édouard perdit son titre de Sa Majesté et devint duc royal, et non plus souverain. L'histoire ne s'arrête pas là. Wallis, bien qu'épouse d'un ancien roi, n'a jamais reçu le titre d'Altesse royale. Il s'agissait d'une décision délibérée de la famille royale afin de définir les limites de son statut. Un autre exemple est celui de la princesse Diana. Après son divorce d'avec le prince Charles en 1996, elle perdit le titre d'Altesse royale. Elle devint Diana, princesse de Galles, mais ne portait plus le titre d'Altesse royale. Cette décision émanait de la reine Élisabeth et était conforme aux termes du divorce. Tant que Diana demeurait la mère du futur roi, le prince William, et conservait sa popularité auprès du public, elle n'était plus considérée comme un membre actif de la famille royale. La perte de son titre d'Altesse royale l'obligeait à s'incliner devant ceux qui le détenaient encore, y compris son ex-mari et même l'entourage informel de son fils. Mais en matière d'attribution et de retrait des titres royaux, le monarque demeure la figure centrale. Les titres de prince, de duc, d'altesse royale ou de son altesse royale font partie des prérogatives de la couronne. Le monarque peut les octroyer à sa discrétion. Cependant, si le titre relève de la pairie, comme un duché, son retrait peut nécessiter des démarches juridiques formelles. Le Parlement pourrait devoir adopter une loi pour déchoir légalement une personne de son titre de pair. La Chambre des Lords a un rôle limité, sauf en cas de loi spécifique.
Ainsi, bien que le roi dispose du pouvoir personnel et officiel d'octroyer ou de retirer des titres et honneurs royaux, la destitution d'un titre de pairie implique des démarches juridiques et doit respecter certaines lois. Une loi importante à cet égard est le Titles Deprivation Act de 1917. Adoptée pendant la Première Guerre mondiale, elle autorisait le gouvernement britannique à retirer leurs titres à ceux qui avaient pris parti pour des nations ennemies. Plusieurs membres de la famille royale, détenteurs de titres allemands, perdirent ainsi leurs honneurs britanniques pour avoir combattu contre la Grande-Bretagne. Un bon exemple en est celui du duc d'Albany et du duc de Cumberland, qui perdirent leur titre de pairie en vertu de cette loi. Cette loi existe toujours, mais elle est rarement appliquée depuis. Les lois de déchéance de titres étaient destinées aux cas extrêmes tels que la trahison ou l'aide apportée à l'ennemi en temps de guerre. Jusqu'à présent, aucun membre de la famille royale moderne n'a perdu son titre pour avoir simplement renoncé à ses titres ou pour avoir été impliqué dans un scandale. Mais la loi le permet toujours si la loyauté nationale est mise en cause. Et voici le hic. Dans la monarchie actuelle, aucun prince n'a été déchu de son titre pour avoir simplement cessé ses fonctions publiques. Le prince Harry conserve le titre de duc de Sussex et est, de fait, toujours prince. Il n'utilise plus le titre d'Altesse royale lors des événements officiels, mais celui-ci ne lui a pas été retiré. Il a choisi de ne pas l'utiliser avec l'accord de la reine. Même le prince Andrew, après de graves démêlés judiciaires et sous la pression de l'opinion publique, a perdu ses fonctions militaires et ses patronages, mais a conservé son titre de duc d'York. Cela montre que se retirer ne signifie pas automatiquement perdre ses titres, à moins que des mesures plus fermes ne soient prises. Le roi Charles a le pouvoir de retirer les titres de Harry, mais cela comporte des risques. Politiquement, une telle décision pourrait diviser l'opinion publique et apparaître comme une punition excessive. Elle risquerait également d'exacerber les tensions familiales. À moins qu'Harry ne commette un acte plus grave, Charles pourrait éviter cette décision. Pensez-vous que le roi puisse exclure les enfants de Meghan de l'ordre de succession? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous ne voudrez pas la manquer.